Bonsoir, c'est fin de séance. On sort tout juste du film La Passion de Jeanne d'Arc, un film de 1929 de Dreyer, donc réalisateur danois, mais qui a réalisé le film en France à l'époque. Et bien, je fais cette vidéo donc chez moi, avec une petite tisane chaude, puisque dehors il fait un petit peu frais, voyez-vous. Voilà. Donc pour une fois, nous ne sommes pas dehors. Et c'est un film qui a été restauré en 2015. Donc c'est un film muet de 1929, restauré par Gaumont notamment. Et donc ça nous donne une très belle copie. Et en plus de cela, donc comme c'est un film muet, ce soir, exceptionnellement, au cinéma Star Saint-Exupéry, il y avait un pianiste danois, donc comme le réalisateur, qui est venu jouer la musique en direct au piano, mi-improvisé, mi-composé par lui-même, donc Monsieur Ronen Talmé, que nous remercions, donc comme on dit en danois, tac, qui a livré une prestation assez extraordinaire, je dois bien le dire, qui vous plonge dans le film. C'est pas forcément facile d'y rentrer, puisque c'est un vieux film et qui utilise des codes à la fois anciens, qui sonnent modernes et surtout, même pour l'époque, assez expérimentaux, dirons-nous. Comme par exemple des cadres, donc ces formats un peu 4/3, format timbre-poste à l'époque. Et parfois il met les personnages vraiment dans un coin, surtout en bas à droite, qu'il aime beaucoup. Ça les écrase totalement. Alors, je pense que ça montre symboliquement leur misère, leur douleur. Il y a des espèces de semi-contre-plongées assez hallucinantes. Et puis, il utilise très peu d'éléments. Par exemple, il y a un moment où on creuse une tombe et on voit simplement un banc de terre comme ça, un peu comme dans une peinture. Et au loin, on voit la croix d'une église et la terre qui s'amoncelle, et on voit juste la pelle qui pelte, n'est-ce pas? Et de temps en temps, il y a des objets qui en sortent. C'est très simple, il n'y a que 2 plans, mais du coup, ça gagne beaucoup en force, puisque le spectateur n'a pas à se concentrer sur 3000 choses en même temps, comme dans certains autres films de notre époque, ou de cette époque-là. Par exemple, c'est l'inverse, alors même si c'est aussi un autre chef-d'œuvre, c'est l'inverse du Cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Ils ont en commun avoir quand même un montage assez nerveux par moment, ce qui est assez étonnant pour l'époque, mais c'était faisable apparemment. Mais Eisenstein, par exemple, fait souvent des plans très larges, où on voit les foules, il est très connu pour ça, les foules qui se piétinent, les foules qui courent face au danger, avec par exemple dans le Cuirassé Potemkin, la fameuse scène du landau, reprise plus tard par De Palma. Là, chez Dreyer, pas du tout. Beaucoup des gros plans. On est très proche, très proche, très souvent, pour voir l'expression des personnages. Et quand on montre un plan d'ensemble, comme je disais avant, il a de la profondeur de champ, peut en avoir, mais en tout cas, il montre peu de choses. Donc, il y a un côté très direct, très cru, très dur. Donc c'était donc déjà le cas apparemment à l'époque du cinéma danois et plus généralement scandinave. Donc ça c'est assez étonnant et c'est très prenant en tout cas pour ma part, surtout avec ce piano qui l'accompagnait, qui était vraiment parfait, si je puis dire, en tout cas parfait pour cette soirée, puisque c'est à chaque fois une seule performance. Il y a ça. Alors bon, le jeu d'acteur est pas totalement expressionniste comme chez les Allemands. Il l'est un peu pour Jeanne, mais bon, Jeanne d'Arc, elle était un peu en transe, donc ça on peut le comprendre. Par contre, tous les juges, il y a un jeu d'acteur finalement assez moderne. Parfois, on peut le lire sur leurs lèvres, puisqu'ils parlent français. Puisque, comme je le disais au départ, le film était tourné en France par Dreyer, même si lui était danois. Et donc, les acteurs, pour la plupart, sont français. Et on peut lire sur leurs lèvres en étant français. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à des moments, on n'aurait même pas vraiment besoin des cartons entre les scènes qui nous donnent à lire donc les paroles des différents acteurs, donc, sauf à certains moments évidemment où ça correspond pas totalement. Mais en tout cas, c'est un film assez suffocant, comme tout est filmé de près, et je pense que c'est fait exprès, puisqu'on veut forcer Jeanne d'Arc à abjurer, encore et encore, à la fois au procès, donc dans la salle d'audience, à la fois dans la geôle, à la fois sur le bûcher, elle y retourne, on y retourne. Donc il y a un côté très dur, très pesant.
Mais il y a des moments hallucinants, notamment de montage. Vers la fin, il y a un montage en parallèle où à la fois les gens et Jeanne d'Arc brûlée. Oui, bon, spoil, hein, révélation, mais en même temps, ça s'appelle La Passion de Jeanne d'Arc, donc on se doute qu'elle va y passer. Et il y a un autre montage en parallèle juste avant, donc qui est très dynamique. Et j'avoue que je suis toujours étonné quand on voit ce genre de vieux films. On s'attend toujours, malgré soi, à avoir quelque chose de plus lent ou alors de très nerveux, de très saccadé, un peu comme les vieux slapstick ou les films de Chaplin ou Laurel et Hardy. Voilà, on a pas ces images en tête et en fait il y a certains de ces vieux films, ceux qui sont des chefs-d'œuvre, comme ce film, comme Corsair Potemkin d'Eisenstein, comme certains Griffiths, etc., qui vraiment traversent le temps parce que c'est pas simplement de l'intellectualisme ou être un bobo lecteur de Télérama ou d'une revue similaire ou de positif de dire ça, c'est vraiment des films qui en termes de cadrage, de montage, de jeu d'acteurs, bon, datent de leur époque, oui, mais sont très inventifs, ont un style, il y a une patte Dreyer qu'on retrouve pas chez d'autres, pas chez Pabst non plus, pas chez tous ceux que j'ai pu citer avant. Un style très distinctif, vraiment, très peu d'éléments, très proche, et puis surtout le sujet, finalement, alors c'est un peu une galéjade de dire ça, comme on dit, c'est-à-dire c'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est un film très actuel. Par exemple sur la condition des femmes. Donc c'est une femme seule, il y a que des hommes. Donc il y a un peu une envoyée de Dieu face au patriarcat. Là véritable, hein, parce que là c'est vraiment très très souligné. Et puis il y a aussi vers cette fin le peuple qui est avec elle. Et donc il y a le peuple qui est avec cette femme très forte qui finalement n'abjure pas, finalement vraiment reste dans sa pureté en voulant absolument dire qu'elle est envoyée de Dieu pour accomplir une mission sur Terre et pour sauver la France. Donc la France c'est elle en gros. Et le peuple se reconnaît en elle, se reconnaît dans son combat, se reconnaît dans sa conviction. Et les autorités, qu'elles soient religieuses ou militaires, puisqu'on voit un peu les deux, ou policières, sont au service d'autres intérêts. Donc il y a une sorte de manifestation à la fin qui est repoussée par les forces de l'ordre. Alors j'ai exprès utilisé ces termes parce que ça fait penser donc à certaines images qu'on peut notamment voir à la télé ou quand on va aux manifestations en direct. Même si à certaines manifestations, bon, je suis pas trop sur leur impact, mais en tout cas, disons, dans l'attitude des autorités, ça m'a fait penser à ça. Surtout qu'il y a un plan qui inverse, c'est-à-dire que à chaque fois que l'on voit des civils de cette foule se diriger, se marcher sur des pavés, c'est toujours la même image. D'ailleurs, je pense qu'il l'a réutilisée. L'image s'inverse, elle se retourne, et donc le dessus devient le dessous, et inversement. Et donc, je pense que là, il essaie de nous dire que tout s'inverse. Et ça, c'est très actuel. On est dans une époque où les choses sont inversées, où les travaux, les métiers qui devraient être récompensés ne le sont pas, et ceux qui servent pas à grand chose, la finance notamment, le sont beaucoup trop. Donc, c'est comme si on disait qu'il y a une inversion des valeurs, et ça c'est un thème très actuel. Donc, ça parle de la souffrance des femmes, de l'inversion des valeurs, de l'autorité de l'État qui finit par tirer la tyrannie quand on n'est pas dans la pensée de l'époque, quand on ne se soumet pas au cadre actuel, à la bienséance de l'époque, à la bien-pensance, si vous voulez. Et ça, c'est très fort dans ce film. Et c'est difficile de pas y penser, en fait. Vous voyez, c'est pas comme si on regarde ce film, on se dit « Ah, je veux absolument le relier à ce qui se passe en ce moment. » Non. C'est vraiment, je le regardais tranquillement, et les images m'ont poussé vraiment à penser à l'époque actuelle. Voilà, donc ça pour moi c'est très très fort, une mise en scène très forte. Voilà, donc je peux que recommander à tout le monde. Alors malheureusement, pour avoir la chance de le voir sur grand écran, version restaurée, avec un pianiste, etc., pas tous les jours, mais même si vous pouvez le voir en DVD, n'hésitez pas. C'est vraiment une petite leçon de cinéma. Ça permet de mettre les choses en perspective sur notre société, comme je viens de le dire, mais également sur le cinéma lui-même, de manière plus évidente.
On peut comprendre que après certaines personnes peuvent critiquer des réalisateurs modernes en disant que c'est pas terrible ce qu'ils font alors tout le monde est porte nu, parce que quand on a vu Eisenstein, Dreyer et compagnie, c'est pas toujours facile à voir parce que c'est des vieux films, mais celui-là ça va encore. On a cette perspective et on prend à la fois plus de plaisir et notre critique a plus d'acuité. Voilà. Alors, je suis un peu sorti du sujet, mais ce genre de film pousse à faire sortir le sujet. C'est un film qui a bientôt 100 ans. C'est pas n'importe quoi. Et qui se voit très bien et qui parle de choses très actuelles. Bon, je me répète, donc j'arrête là. En tout cas, c'était un plaisir. Donc je remercie le star et ce pianiste danois, Monsieur Talmé. Et je vous dis à la prochaine sur Fin de séance. Bonne nuit.